Jacquin du groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes. Bonjour ma présidente préférée, avec Sylvie. Madame la présidente, monsieur le ministre de la Mer, monsieur le primo-rapporteur Michael Weber, dont je tiens à saluer l'efficacité avec les 22 auditions ouvertes à tous les membres de la commission. Mes chers collègues, permettez-moi, comme il se doit, de saluer Nicole Bonnefoy, et d'abord pour la constance et la qualité de ses travaux législatifs. La promotion des sols vivants poursuit ce fil conducteur rattaché au concept de One Health, littéralement une seule santé. Elle apparaît comme une nouvelle brique dans l'indispensable quête de la protection du vivant. Mes chers collègues, je suis devant vous ce matin comme sénateur bien sûr, mais également comme agriculteur qui a 39 moissons au compteur en grande culture, d'abord en conventionnel et depuis 7 ans en grande culture bio avec un partenariat avec un éleveur voisin. C'est à ce titre que je veux affirmer tout l'intérêt de ce texte. Comme de nombreux jeunes ruraux, je dois beaucoup à l'enseignement agricole, du bac agronomique à mon BTS agricole ensuite. Si la phytotechnie était au cœur de la formation, il faut bien dire que l'approche pédagogique était cependant limitée à l'époque. Quasiment rien n'était enseigné sur les micro-organismes et la faune du sol. Aujourd'hui, l'enseignement s'est adapté à cette question du sol vivant, heureusement. Depuis 1984, je m'occupe de la ferme familiale, une belle ferme située entre Nancy et Metz, sur le plateau de Haye. Une ferme rare, champêtre, en un seul tenant de 149 hectares de terre superficielle, assez homogène et peu productive. On les appelle des argilo-calcaires superficiels. Elles sont très sensibles au sec, mais se travaillent très facilement. La variabilité des rendements y est élevée dans une même parcelle. En effet, chez moi, sur un haut de côte, un blé conventionnel peut ne produire que 3 tonnes à l'hectare, là où dans le fond d'un petit vallon, on approche et même dépasse les 10 tonnes, c'est-à-dire un facteur de variation de 1 à 3, voire 4. Tous les paysans connaissent et appréhendent cette donnée de la qualité des sols et son caractère déterminant pour en fixer le prix. Une donnée que l'urbanisme moderne ne reconnaît pas en dehors des procédures de remembrement. Et nous, paysans, sommes les premiers à devoir défendre cet épiderme du vivant qui est au fondement de tout. Cependant, je veux ici interroger le fameux bon sens paysan. En effet, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas ou très peu de produits chimiques. Le désherbage des mauvaises herbes passait par l'agronomie, par les rotations, c'est-à-dire les successions de cultures, et le travail du sol, par l'herbicide qu'est la charrue qui retourne la terre. Avec la mécanisation croissante, il était de plus en plus facile de labourer en profondeur, et cela a été une tendance forte. D'ailleurs, à écouter l'excellent agroécologue Lionel Ranjard, que notre commission et notre rapporteur a auditionné, cette aventure moderne a été néfaste et nuisible pour les sols aux dépens du bon sens. En réaction, se développe depuis quelques décennies une agriculture de conservation des sols, dont le but est justement de ne plus les déranger en profondeur. Il tente ainsi de se rapprocher du fonctionnement naturel d'un sol et de ne plus diluer la matière organique située dans l'horizon superficiel. Cette agriculture de conservation n'est cependant permise que par le recours à des herbicides très efficaces, tels le fameux glyphosate. Et si cette technique, s'agissant de la captation du carbone et du fonctionnement des sols, améliore grandement certains paramètres, l'utilisation de phytosanitaires vient en dégrader d'autres de manière colossale. C'est le cas des insecticides qui pénalisent la faune du sol ou des fongicides qui peuvent attenter à une partie de sa vie microbienne. Mes chers collègues, l'agriculteur bio que je suis devenu a redécouvert l'agronomie et l'amour de son métier du fait de la conversion de son exploitation. Et j'ai également découvert les expérimentations de l'agriculture biologique de conservation des sols. Elle vise également à peu travailler le sol, sans herbicides ni aucun produit chimique. Pour ce modèle et pour l'agriculture de conservation des sols, il faut donner davantage de régularité et de succès. Il faut donc donner des moyens à la recherche et aux agriculteurs pour verdir leurs pratiques. Vous comprenez également que mon argumentaire n'est pas dogmatique sur le bio et que je soutiens les différentes agricultures dans leur diversité dès lors qu'elles sont écologiquement intensives. Par cette démonstration, j'ai essayé de vous prouver qu'au groupe socialiste, nous avons un sens des réalités, un sens du concret et du bon sens.
Nos propositions ne sont ni caricaturales ni à contresens. Aucun groupe dans notre hémicycle ne peut revendiquer avoir le monopole des réponses à la crise actuelle, ni même le monopole du cœur paysan. Non, l'agronome de terrain que je suis peut vous assurer que cette PPL est une brique essentielle dont les agriculteurs seront les premiers bénéficiaires grâce aux outils souples et tout aussi essentiels qu'elle crée. Chers collègues, je compte sur votre clairvoyance pour savoir séparer le bon grain de l'ivraie comme il se doit. L'examen de cette loi a lieu en pleine crise agricole où certaines propositions démagogiques en défaveur de l'environnement ont été faites. Certains marchent sur la tête en ne voulant pas répondre à la priorité environnementale. Avec cette proposition de loi, enrichie des quelques amendements que nous vous présentons, nous avons de quoi conforter la bonne santé de nos sols et un avenir aux vivants, monsieur le ministre appréciera. D'ailleurs, je conclurai par cette très belle phrase de Robert Badinter également. Le Sénat doit être le phare qui éclaire les voies de l'avenir et non le miroir qui reflète les passions de l'opinion publique. Nous pouvons être précurseurs. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, comme on dit chez moi. Merci. Merci beaucoup.